novembre 1918, 11 novembre 2025. Nous célébrons aujourd'hui l'armistice, la fin de la Première Guerre mondiale. Près de 580 000 soldats sont tombés sur le territoire du Nord et du Pas-de-Calais. Un territoire également marqué par les destructions, les guerres de tranchées. Une guerre dont la mémoire est conservée ici, à Notre-Dame-de-Lorette, la plus grande nécropole militaire française. Un lieu de commémoration qui s'est imposé dans l'histoire depuis 1919. Visite guidée des lieux pour entretenir le devoir de mémoire et ne pas oublier. Nous sommes dans le lieu emblématique du site de Notre-Dame-de-Lorette, c'est l'anneau de la mémoire. Et alors regardez, c'est assez incroyable, mais ma maman s'appelle Boulanger et il y a plusieurs boulangers qui sont tombés au combat. Je sais que du côté de mes grands-parents, il y a des personnalités qui ont fait la guerre et des résistants aussi, mais ça c'était plus la Deuxième Guerre mondiale. Mais dans la Première Guerre mondiale, mon arrière-grand-père avait été gazé au gaz moutarde. Anneau de la mémoire, c'est un lieu assez symbolique et assez surprenant. Emeline, bonjour. Bonjour. Pourquoi le choix d'un anneau de la mémoire ? Alors, le choix de l'anneau, c'est aussi une symbolique. C'est la symbolique d'une ronde d'enfants, unis dans la fraternité, se donnant la main les uns aux autres pour que la paix dure. Mais cette paix, elle est fragile. Et avec cet anneau, c'est symbolique, c'est symbolisé avec une passerelle qui est dans le vide. Et cette paix, comme on le voit aujourd'hui, elle est fragile et à tout moment, elle peut se rompre. Ronde d'enfants, symboliser la fraternité, c'est aussi le symbole de ces noms qui sont ici. C'est juste un classement alphabétique. Oui, l'ensemble des noms sont classés par ordre alphabétique. Ainsi, on gomme toute distinction de grade militaire, de religion, de nationalité. Ils sont classés par ordre alphabétique. On a 580 000 noms environ de tous les soldats qui sont morts dans le Nord-Pas-de-Calais durant la Première Guerre mondiale. Cet anneau a été créé en 2014. Il a fêté ses 10 ans l'année dernière. On a donc ces 580 000 noms, mais il y a des noms qui sont de temps en temps ajoutés. Et donc, il y a une plaque supplémentaire pour ces soldats qu'on retrouve seulement maintenant ? Oui, il y a la dernière plaque, c'est la plaque dite des oubliés, où on a rajouté déjà il y a quelques années des premiers noms, et l'année dernière on en a rajouté également d'autres noms. Aujourd'hui, ça fait à peu près 35 noms depuis la création donc de l'anneau de la mémoire qui ont été rajoutés. Cet anneau, c'est aussi donc avec ces oubliés une façon justement de ne pas oublier ceux qui sont tombés, qu'on n'a pas encore trouvés. Je pense que c'est à peu près 40% de soldats qui n'ont pas de tombe identifiée aujourd'hui. Oui, on a beaucoup de soldats qui sont non identifiés. Malheureusement, on n'a pas retrouvé leur plaque militaire ou c'est illisible. Mais c'est quand même un devoir de mémoire d'avoir leur nom inscrit quelque part pour se souvenir de leur combat. Alors, il y a beaucoup de scolaires qui viennent ici. Il y a aussi des familles qui viennent de loin. Quand je vous dis beaucoup de scolaires, c'est parce que, est-ce que c'est vrai, cette légende qu'on raconte, il y aurait un certain Harry Potter ? Oui, il y a un Harry Potter inscrit dans l'anneau de la mémoire. Alors, pas le Harry Potter qu'on connaît, le sorcier, mais oui, on a Harry Potter, on a McDonald aussi, et bien d'autres noms. Cet anneau de la mémoire, vous avez dit, c'est une ronde d'enfants, mais il est aussi basé sur un modèle qui existe. Il a été pensé, c'est le modèle du mur mémorial de la guerre du Vietnam aux USA. Alors, Philippe Rost, qui est venu très récemment au centre d'histoire, nous a dit qu'en fait, ça lui est venu tout de suite, en fait, l'anneau de la mémoire. Il n'avait pas forcément d'inspiration et il avait vraiment cette symbolique de fraternité. Ça lui tenait à cœur et de paix. C'était une commande et donc la ronde d'enfants lui est venue tout de suite, en fait, dans son projet. Lieu de commémoration, on l'a dit, et ça veut dire aussi, pour le 11 novembre, cette célébration de l'armistice, c'est aussi ici le lieu concert symphonique cette année. Oui, tout à fait. Donc après cette belle montée au flambeau de la colline, on termine ici dans l'anneau de la mémoire avec un concert de l'Orchestre symphonique européen où on a plus de 150 choristes et musiciens qui seront présents avec une belle ode à la paix qui sera proposée. Belle ode à la paix, donc pour nous rappeler ces soldats qui sont morts ici pendant la Première Guerre mondiale. On va essayer de vous demander aussi ce que vous ressentez, si vous cherchez aussi des personnes de votre famille, et après on va se rendre dans la nécropole pour parler aussi de ces soldats et toujours revenir sur ce devoir de mémoire de Première Guerre mondiale.
C'est la région de ma naissance et cet endroit renforce la mémoire de tous ceux qui ont combattu entre 14 et 18 et qui sont morts. Voilà, c'est très touchant, quoi. Nous, on vient aussi d'une région qui a souffert des deux grandes guerres. Là, ici, avec tous les noms de famille, vous avez retrouvé des noms de votre famille, peut-être? Oui, déjà de mon mari. Oui, là, on vient de voir le nom de mon grand-père, donc le même nom, le même prénom. Bon, c'est pas lui, puisqu'il vivait encore quand je suis né, mais c'est vrai que ça fait bizarre de voir son nom ou le nom de son grand-père affiché sur cette liste de plus de 500 000 personnes. On est ici au niveau de la nécropole de Notre-Dame-de-Lorette. C'est vrai que Notre-Dame-de-Lorette a été choisie dès 1919 pour devenir lieu de commémoration? Oui, tout à fait. En fait, ça a été presque une évidence, on pourrait dire, pour l'armée. C'était le lieu de grandes batailles. Et même au moment de la construction de l'anneau de la mémoire, des fouilles ont lieu. On a retrouvé la chapelle d'origine, qui était ici sur la colline Notre-Dame-de-Lorette. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a aussi cette chapelle de nouveau dans la nécropole qui fait référence à cette chapelle d'origine. Ce qui veut dire que cette chapelle-là, c'est celle construite en 1919 et que l'autre chapelle était sur le site d'où l'on vient il y a quelques instants. Oui, en fait, juste à proximité, en fait, à l'entrée de la nécropole, on a retrouvé ces restes. Et la chapelle de 1919, c'est celle qu'on a derrière nous, qui a été construite pour la nécropole nationale. Vous pouvez nous rappeler ce que c'est qu'une nécropole pour celles et ceux qui ne sauraient pas? Alors, une nécropole, c'est un regroupement de plusieurs cimetières où on a enterré des soldats de guerre. Ça peut être Première Guerre, Seconde Guerre mondiale. Et souvent, on parle de nécropole et non plus de cimetière quand on dépasse un certain nombre de soldats. Alors, ce que vous me dites, c'est intéressant parce que cette colline a aussi un surnom, la colline aux 100 000 morts. Oui, la colline aux 100 000 morts, la colline de la mort. On est ici en plein cœur des batailles d'Artois. Et durant ces batailles d'Artois, la colline de Notre-Dame-de-Lorette était un enjeu stratégique où il va y avoir beaucoup de conflits, de combats. Et durant ces 3 batailles, et notamment durant la seconde bataille d'Artois, on va avoir en quelques jours 100 000 soldats qui vont mourir pour pouvoir essayer soit de garder ou de récupérer en fait cette colline aux mains des Allemands. On sait combien de soldats sont enterrés ici? Ici, dans la nécropole, on a 42 000 soldats qui sont enterrés environ. On a 20 000 qui sont identifiés et le reste se trouve dans les ossuaires. On en a plusieurs sur la nécropole, mais on enterre encore aujourd'hui. Aujourd'hui, on y enterre toujours. Voilà, quand il y a des fouilles archéologiques et qu'on sait, parce qu'il reste les plaques, les médailles de la guerre, on peut les enterrer. Oui. De toute confession? De toute confession, on va respecter au sein de la nécropole les confessions. Donc que l'on soit chrétien, que l'on soit juif, athée ou musulman, on va avoir une stèle différente. Les chrétiens une croix, les athées une stèle, les juifs une stèle avec l'étoile de David et les musulmans une stèle avec un dôme et tournée vers la Mecque. Et tournée vers la Mecque, oui, parce que c'est l'importance du respect de la religion et des religions des personnes qui sont enterrées ici. Cette nécropole, elle est veillée au quotidien par les gardes d'honneur. Qui sont ces gardes d'honneur? Alors les gardes d'honneur, ce sont des personnes bénévoles. Ils viennent faire une garde par an. Ce sont plusieurs groupes qui sont souvent dans les villes aux alentours de la colline. Et leur devoir, c'est d'orienter les visiteurs pour essayer de retrouver un soldat qui est présent dans la nécropole. De leur donner quelques informations sur la nécropole également. Ils sont là en fait pour veiller sur la nécropole, sur les soldats qui y reposent. On va maintenant quitter Notre-Dame-de-Lorette pour aller à Souchet, au centre mémorial 14-18. Mais on va vous proposer quelques images de la chapelle à l'intérieur, où là on n'a pas fait d'interview pour laisser les personnes pouvoir se recueillir tranquillement, mais vous verrez, les images sont assez magnifiques. Avant de nous rendre au centre mémorial, j'ai été rejoint par Sophie William, la directrice de l'Anse Liévin Hénin Carvin Tourisme. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans ce beau lieu et devant un bâtiment emblématique qui vient juste d'être terminé, d'être rénové, si je ne dis pas de bêtises.
Effectivement, on est au cœur de la nécropole Notre-Dame de Lorette et au pied de la tour Lanterne. C'est la plus grande nécropole militaire française, un lieu qui est extrêmement émouvant, qui est un lieu emblématique des combats qui ont été menés pendant la Première Guerre mondiale. Vous me parlez de lieux emblématiques, ça apporte quel rayonnement ici dans cet espace, mais au niveau du département du Pas-de-Calais, mais aussi du Nord-Pas-de-Calais? On est vraiment sur un site majeur d'attractivité du tourisme de mémoire en Nord-Pas-de-Calais. C'est un site qui fait aux environs 200 000 visiteurs par an. Il n'y a pas de comptage exact, oui. Mais entre la nécropole, l'anneau de la mémoire, qui est ce mémorial qui a été conçu par la région pour commémorer les disparus pendant la Grande Guerre en Nord-Pas-de-Calais, et le centre d'histoire, on a un complexe mémoriel qui attire énormément de visiteurs, familles, scolaires, des visiteurs venus de loin parfois. Alors voilà, visiteurs venus de loin parfois, c'est-à-dire qu'il y a des familles de soldats qui sont tombés ici, de soldats australiens, de soldats canadiens, qui viennent ici se recueillir? Alors, sur la colline Notre-Dame de Lorette, on est sur une nécropole française. Cependant, effectivement, on a des visiteurs qui viennent notamment du Commonwealth, qui ont combattu sur ce territoire de l'Artois pendant la Première Guerre mondiale. Il faut savoir que la question du tourisme de mémoire et du souvenir, elle est très prégnante outre-Atlantique, outre-Manche, et qu'on a des gens qui viennent rechercher un aïeul qui est tombé ici pendant la Première Guerre mondiale. Ça veut dire que tourisme de mémoire, donc lié au 11 novembre, il y a donc, je suppose, des pics. Aujourd'hui, on est le 11 novembre, donc pic de visite. Mais il y a d'autres moments dans l'année où il y a des pics de visite. Peut-être quand la guerre a été déclarée le 3 septembre 1914. Il y a ces moments-là? Alors effectivement, on a des pics commémoratifs, je dirais. Le plus populaire, c'est bien sûr le 11 novembre parce que c'est le plus connu. C'est là qu'on organise chaque année cette montée au flambeau qui est un temps très familial de recueillement. Il y a aussi de grandes cérémonies, notamment pas mal de passages présidentiels. C'est un endroit où aussi il y a des temps commémoratifs officiels. Régulièrement, on accueille des chefs d'État sur ce site. On parle donc de choses à voir, et c'est aussi ça qui est important pour Notre-Dame de Lorette et aussi le site de Souchet, donc le centre mémorial. Vous travaillez beaucoup sur l'image. Le festival Images de guerre, Gare des images, la deuxième édition vient juste de se terminer. Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette création de ce festival? En quoi il est important aussi pour le devoir de mémoire? Alors c'est vrai que nous gérons ce centre d'histoire du mémorial 14-18 Notre-Dame de Lorette. C'est un centre d'histoire évidemment dédié à ce qui s'est passé, à la compréhension de ce qui s'est passé en Nord-Pas-de-Calais pendant la Grande Guerre. C'est un centre d'histoire dans lequel il y a plus de 300 photographies, des photographies amateurs, des photographies officielles. Et en fait, 1914 et 1915, c'est les débuts de la photographie militaire, la création de la section photographique des armées. Et en fait, on veut aussi, au travers de ce festival, éduquer à l'image. Éduquer évidemment à l'histoire, mais éduquer à l'image. Aujourd'hui, vous le savez, les images peuvent être manipulées. Et donc, transmettre cette connaissance, cette capacité à comprendre les images, c'était important pour nous. Au travers du festival, c'est plus de 9 projections, 3 expositions temporaires qui nous permettent, avec des décryptages d'historiens, de producteurs de films, d'échanger avec les visiteurs pour les aider à comprendre les images que nous voyons aujourd'hui, nombreuses et parfois pas toujours véridiques. Ça permet aussi de renforcer le fait que vous êtes un chemin de mémoire reconnu par l'UNESCO. Alors effectivement, depuis 2023, le site de Notre-Dame de Lorette a été inscrit parmi les 139 biens qui constituent le front ouest de la Grande Guerre, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est une reconnaissance de l'importance de ce site, du sacrifice aussi de ces soldats. C'est pour nous un vecteur d'attractivité aussi, puisqu'effectivement, ça fait venir beaucoup d'amateurs de tourisme de mémoire, de passionnés d'histoire sur ce site. On parlait donc d'un site en perpétuelle évolution, que ça soit, on va aller le voir tout à l'heure, l'exposition permanente, mais la temporaire qui change énormément. Il y a aussi beaucoup d'autres travaux qui sont bientôt prévus, notamment la signalétique qui va être repensée, c'est bien ça? Accueillir autant de visiteurs sur un site, ça demande aussi de prendre soin de ces visiteurs. Donc c'est vrai que les espaces de parking, de toilettes ont été déjà rénovés cette année, et très bientôt une signalétique va permettre d'améliorer les flux, de mieux comprendre comment on passe de la nécropole au centre d'histoire et d'avoir une expérience visiteur complètement améliorée. Alors nous, on va reprendre la voiture, ça va être un peu plus simple pour aller justement au centre mémorial où nous attend de nouveau Emeline. Centre mémorial 14-18, on l'appelle un peu parfois le bunker, c'est assez
étonnant comme nom, mais en venant le voir, vous comprendrez peut-être pourquoi on lui donne ce nom. Emeline, on vous retrouve donc ici à Souchet, et l'implantation, là on va parler un tout petit peu d'histoire, l'implantation du mémorial à Souchet n'est pas faite innocemment. C'est normal que ça soit ici par rapport à cette Première Guerre mondiale. Oui, en effet, on est en plein dans la zone de combat. On est sur le front. Et c'est notamment là que s'est passé les 3 batailles d'Artois, qui ont été très meurtrières durant la Première Guerre mondiale, où on a plus de 286 000 soldats qui sont morts. Donc c'était important qu'il y ait un